Bonsoir à tous. Mon nom est Gabriel Colasodo et je suis gestionnaire de l'éducation et services aux patients à Myelome Canada. Merci pour nous joindre ce soir pour cet webinaire éducatif sur les dernières nouvelles de la recherche sur le myélome présenté au EHA 2018. Ce soir, notre présentateur sera le Dr Jean-Samuel Boudreau-Pedneau de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Avant qu'on commence la présentation, j'aimerais vous faire savoir que tous nos webinaires sont enregistrés et ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube et à partir de notre site web www.myelome.ca. Alors, pour trouver l'enregistrement de ce webinaire, vous allez sur YouTube et vous tapez Myelome Canada dans la barre de recherche. Et le premier lien que vous voyez, c'est Myelome Canada. Ou de notre site web, vous cliquez sur le ressources en haut de la page et après sur vidéo éducatif de Myelome Canada. À la fin de la présentation, on va prendre les questions. Pour poser les questions, vous voyez sur votre écran, vous avez un panneau de le logiciel GoToWebinar et il y a un panneau questions. Vous cliquez sur le question et ici, vous pouvez taper votre question. Et après, vous pesez sur le bouton « Envoyer » ou « Send ». Je vais recevoir toutes les questions et je vais les poser au docteur Boudreau-Pedneau. Alors, je vais passer le microphone au docteur Boudreau-Pedneau. Merci, docteur, pour avoir fait cette présentation ce soir. Bonjour tout le monde. Merci M. Colasodo et à Myelome Canada de me permettre de présenter sur les nouvelles recherches en Myelome Canada qui ont été présentées durant le congrès. Alors, donc, avancement récent dans la prise en charge du myélome multiple. Comme M. Colasodo a dit, mon nom est Jean-Samuel Boudreau. Je suis médecin à l'hôpital universitaire Sacré-Cœur associé à l'Université de Montréal. Donc, juste un petit mot, en fait, le congrès de l'EHA, ça consiste au deuxième plus gros congrès d'hémato-oncologie au monde. En fait, le plus gros congrès est l'ASH, donc le congrès américain. L'EHA est le versant européen de l'ASH. C'est un congrès international qui se déroule dans différents pays d'Europe. Cette année, c'était en Suède. Il y a plus de 10 000 participants qui participent à ce congrès et beaucoup de présentations qui sont diffusées durant le congrès pour lequel on ne peut participer à l'ensemble. Donc, il y avait 211 sessions orales en hémato-oncologie, dont 1300 posters. C'est un congrès pour lequel l'ensemble des pays est invité. Donc, il y avait 49 pays en Europe et 68 pays extérieurs d'Europe. Les 3 pays les plus fréquemment, vous voyez en bas les pays pour lesquels il y avait le plus de membres. Donc, le Canada ne faisait pas partie des pays où il y avait le plus de membres, mais il y avait quand même une certaine délégation canadienne qui était présente à ce congrès. Donc, juste avant de commencer, on va commencer par définir quelques termes pour mieux comprendre les sessions qui avaient lieu lors de ce congrès. Donc, la première chose à comprendre, c'est que le myélome multiple, en fait partie d'une grosse classe qui s'appelle les gammopathies monoclonales, pour lequel il y a une évolution, en fait, débutant par ce qu'on appelle le MGUS, donc une gammopathie monoclonale de signification indéterminée. Donc, l'ensemble des patients qui sont porteurs de myélome multiple ont probablement passé par cette fameuse gammopathie monoclonale de signification indéterminée. On par la suite évoluer à un myélome multiple indolent, donc un myélome multiple sans symptômes, pour par la suite évoluer vers le fameux myélome multiple dont on va parler aujourd'hui. Et si on laissait évoluer le myélome multiple pendant plusieurs années, la majorité des patients finiraient par évoluer en ce qu'on appelle une leucémie plasmacytaire. Donc, juste avant de définir le myélome, on va définir un peu la condition pré-maligne qui aboutit au myélome, qui s'appelle la gammopathie monoclonale, qui est une condition très fréquente dans la population. C'est une condition qui est fréquente, mais la majorité des patients qui sont porteurs de cette anomalie ne vont pas développer de myélome multiple. Donc, c'est vraiment une condition pré-maligne asymptomatique qu'on découvre lors d'une prise de sang. C'est lorsqu'on découvre un pic de protéines qui n'est pas associé à aucune atteinte organe associée. Donc, pour définir la fameuse gammopathie monoclonale de signification indéterminée, on doit remplir certains critères. Entre autres, les critères, c'est qu'on ne doit pas remplir les critères d'un myélome multiple. Donc, il faut que la protéine dans le sang, ce qu'on appelle la fameuse protéine M, demeure inférieure à 30 grammes. C'est ce qu'on appelle le fameux pic monoclonal.
Lorsqu'on fait une biopsie médulaire aux patients qui ont des gammopathies monoclonales de signification indéterminée, ils ont habituellement moins de 10% de plasmocytes monoclonales dans la moelle osseuse. C'est très important pour définir cette entité. Et en plus, c'est une condition asymptomatique qui n'est pas associée à aucune atteinte d'organe versus le myélome multiple. Lorsqu'on parle d'un myélome multiple, c'est tout à fait l'opposé. La biopsie médulaire va démontrer donc des plasmocytes qui sont des cellules tumorales anormales qui sont présentes en grande quantité, donc plus de 10% des cellules retrouvées au niveau de la biopsie de moelle osseuse. Et associé à ça, on a une atteinte donc d'organes. Donc, on a le calcium qui a tendance à augmenter, une atteinte des reins, de l'anémie ou une lésion osseuse, une ou plusieurs lésions osseuses, ce qui définit donc le myélome multiple pour lequel un traitement doit être initié. Depuis peu, donc depuis 2014, il y a 3 nouveaux critères qui se sont ajoutés qui permettent de maintenant définir le myélome multiple. Donc, lorsque le patient n'a pas les atteintes d'organes, mais a une plasmocytose médulaire, donc plus que 60% de plasmocytes dans la moelle, on considère que le patient est maintenant porteur d'un myélome multiple pour lequel un traitement doit être initié. Au même titre, dans le sang, on peut doser la protéine M, on peut doser également un autre type de protéine qui s'appelle les chaînes légères. Puis des chaînes légères, il y en a 2 types. Il y a les chaînes kappa et lambda. Et quand on fait des ratios de ces 2 chaînes légères, lorsque le ratio est supérieur à 100, on considère que le patient est rendu maintenant porteur d'un myélome multiple et est à risque de développer les fameuses complications d'organes et on doit débuter habituellement un traitement. Même chose pour les patients qui ont des lésions à l'IRM. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, qui est une imagerie très, très précise en myélome. Ça permet de définir des lésions des lésions osseuses qu'on n'a pas pu définir par les autres moyens radiologiques. Et lorsque le patient a plus qu'une lésion à l'imagerie par résonance magnétique, le patient est considéré comme porteur d'un myélome multiple et pour lequel le médecin traitant doit donc débuter un traitement. Le myélome multiple, en fait, c'est caractérisé par des périodes de rechute et de rémission qui ressemblent un peu à des dents de scie, en fait. Donc, il faut comprendre qu'on a une période asymptomatique qui va durer plusieurs années. La majorité des patients vont rester dans cette période asymptomatique. Par la suite, il y a un petit nombre de patients, en fait, qui vont avoir une transformation maligne et se transformer en ce qu'on appelle le myélome multiple. Par la suite, le traitement qu'on va donner pour le myélome multiple va permettre d'obtenir une rémission. Plus la rémission est profonde, plus la rémission est creuse, plus le patient va rester longtemps dans cette période de rémission. Mais on sait qu'en 2018, on est incapable de guérir le myélome. Éventuellement, le patient porteur du myélome va finir par rechuter. Un nouveau traitement va lui être offert et une nouvelle période de rémission va être apportée. Qu'est-ce qu'on sait? C'est quand on regarde les périodes de rémission, donc les périodes où le myélome s'est rendormi, les périodes de rémission sont de plus en plus courtes, malheureusement, car les cellules de myélome sont capables de devenir de plus en plus résistantes et de plus en plus agressives à nos traitements. Donc, les périodes de rémission deviennent de plus en plus raccourcies avec le temps. Heureusement, le myélome multiple est une des maladies pour lesquelles beaucoup de molécules ont été découvertes, acceptées et approuvées. Juste depuis 2015, en fait, depuis 2014-2015, on a plusieurs molécules qui ont été acceptées et approuvées au Canada et au Québec. Il faut penser au pomalidomide, donc le daratumab qui est approuvé en Amérique, au Canada, même si c'est des molécules qui ne sont pas nécessairement remboursées. Le carfezomib qui est maintenant remboursé au Québec. L'ixazomib qui est une nouvelle molécule aussi récemment approuvée, qui n'est pas encore remboursée. L'élotuzumab et le panobinostat qui sont des molécules qui sont pas encore commercialisées au Canada, mais approuvées dans les grands pays du G8. Juste avant de commencer aussi, l'autre point important, en fait, c'est que pour les patients qui sont porteurs d'un myélome multiple, il faut définir un risque pronostic. Donc, ça va nous permettre d'évaluer l'agressivité dans laquelle le myélome va évoluer et va répondre à nos traitements. Et on a une stratification qui est assez simple en myélome, qui s'appelle le score ISS, qui dépend de deux protéines qu'on peut doser dans le sang. La première étant la bêta-2 microglobuline. Lorsque celle-ci est très élevée, on sait que le patient va mal évoluer et va avoir une maladie beaucoup plus agressive. Lorsque celle-ci est très basse, associée à une albumine qui est normale, le patient va mieux évoluer. Ce score pronostic, c'est pas fini avec les années. On est rendu maintenant avec un score ISS qui est revisé, pour lequel on a rajouté ce qu'on appelle des anomalies génétiques.
Ces anomalies génétiques sont directement détectées à l'intérieur des cellules tumorales. Donc, ce pas des anomalies qui sont transmises par les parents, ce pas des anomalies qu'on peut transmettre aux enfants, c'est des anomalies qui se sont acquises à l'intérieur même des cellules du cancer. Et ces anomalies génétiques, on sait qu'il y en a des bonnes puis des mauvaises. Et entre autres, ce qu'on appelle la délétion 17P est une anomalie à très mauvais pronostic. Et les patients vont avoir des cancers qui sont beaucoup plus difficiles à traiter lorsqu'ils sont porteurs de cette anomalie. On va parler aussi de quelques tests statistiques. Je vais juste en définir 3 qui sont importants. Le premier, c'est le taux de réponse. Quand on parle d'un taux de réponse en myélome, c'est tout patient qui a une réponse significative à un traitement. Donc, c'est lorsque la fameuse protéine M ou le pic de protéine monoclonale baisse d'une façon significative. Donc, c'est au moins 25 ou 50 %. Lorsqu'on parle d'une survie sans progression, une PFS, c'est le temps entre le début du traitement et la progression de la maladie ou le décès. Donc, par exemple, un patient qui décéderait d'une autre cause rentrerait quand même dans les résultats dans ce type de données-là, en fait. Et la dernière, c'est la survie globale, qui est le temps jusqu'au décès du patient. Lorsqu'on veut commencer un traitement, on doit définir en premier si le patient est éligible ou non éligible à la greffe. Puis ça va nous permettre de parler du premier papier. L'éligibilité à la greffe, ça dépend beaucoup des centres hospitaliers, ça dépend des pays, mais en gros, tous les patients qui ont en bas de 65 ans sont considérés comme éligibles à la greffe s'ils n'ont pas trop de problèmes de santé. Entre 66 et 70 ans, habituellement, ça demande une réunion pour discuter du patient. Les patients qui sont en bon état général, la majorité des centres hospitaliers au Canada vont les considérer pour une greffe, à condition que les patients ont un cœur, des poumons qui sont quand même en bonne santé, puis qui n'ont pas de gros problèmes de santé ou des infections actives qui pourraient compromettre l'éligibilité à la greffe. Donc, le premier papier que je vais vous parler, en fait, c'est un papier d'une grosse étude qui vient du Myeloma 9 Trial, qui a été présenté en présentation orale durant le congrès de l'ASH, qui regarde si on devrait autographier les patients qui sont un peu plus âgés que 65 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs études, en fait, récemment qui ont démontré que malgré qu'on a beaucoup de nouvelles molécules en myélome, que l'autogreffe est encore primordial lorsque c'est possible de greffer le patient. Donc, il y a plusieurs études qui ont comparé est-ce qu'avec les nouvelles molécules, on pourrait se permettre d'arrêter de greffer les patients et malgré tout, les nouvelles molécules n'ont pas réussi à surpasser l'efficacité de la greffe. Donc, en 2018, la greffe est encore essentielle. Mais ces études-là ont pas, c'est des études pour lesquelles les patients étaient habituellement âgés de moins de 65 ans. Fait que le but de l'étude, en fait, c'est de regarder pour les patients un peu plus âgés si les bénéfices de greffe sont encore présents. En fait. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, rapidement, la méthodologie, c'est une étude qui contenait 2 bras. Donc, un premier bras qui contenait 2 bras pour les patients. En fait, c'est des patients qui étaient considérés selon la méthodologie, éligible ou non éligible à la greffe. Puis on laissait habituellement le médecin décider de l'éligibilité ou la non-éligibilité. Puis par la suite, bien évidemment, le patient a toujours le droit de refuser évidemment l'intervention. Donc, si on prend le nombre de patients greffés, c'est un nombre assez significatif, presque plus de 1200 patients greffés, donc une étude assez importante en nombre. Par la suite, il y avait ce qu'on appelle une première randomisation. Une randomisation, c'est lorsque on met les noms des patients dans un ordinateur, puis l'ordinateur décide dans quel groupe le patient va aller. Donc, ce n'est pas ni le patient, ni le médecin, ni personne qui décide, c'est un ordinateur, c'est tout à fait aléatoire. Donc, c'était 2 régimes d'induction qui sont un peu différents de ceux qu'on retrouve au Canada, mais c'est des molécules que vous avez déjà probablement entendu parler. Donc, la cyclophosphamide, le thalidomide et la dexaméthasone versus la cyclophosphamide, le revlimide et la dexaméthasone. Donc, deux inductions différentes de ce qu'on retrouve au Québec, mais le point n'était pas là. Par la suite, on autogreffait le patient si celui-ci était considéré comme éligible. Et il y avait une deuxième randomisation pour savoir si ça valait la peine de faire une maintenance. Donc, est-ce qu'on devait observer le patient ou lui donner ce qu'on appelle du revlimide en maintenance? Si on regarde rapidement les caractéristiques des patients, c'est un peu un hasard, mais il y avait un peu plus d'hommes que de femmes. L'âge moyen des patients, c'est des patients assez jeunes, quand même 61 ans. Mais on regarde les différents groupes d'âge, c'est ce qui est important. Donc, la majorité des patients étaient moins de 65 ans, donc 70% des patients.
Toutefois, il y avait quand même 27%, donc presque 30% des patients greffés qui avaient entre 65 et 69, et un petit pourcentage, 5%, qui avaient en haut de 70%. Lorsqu'on regarde le nombre de patients, ça fait quand même 100 patients, donc c'est un chiffre qui va être interprétable. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'âge fait que les patients sont moins greffés? En général, oui. Donc, les médecins décidaient moins de greffer les patients un peu plus âgés pour plein de raisons. Donc, les patients de moins de 65 ans avaient plus de chances de bénéficier d'une autogreffe que les patients qui étaient plus âgés. Puis lorsqu'on regardait la raison pourquoi les patients n'étaient pas greffés, principalement, c'était en raison que le médecin avait considéré que le patient n'était pas éligible à la greffe. Des fois, c'était causé par la décision du patient également. Donc, les premières courbes, en fait, sont assez intéressantes. C'est pour voir, d'évaluer le PFS, donc la survie sans progression, donc le temps que le patient va avoir entre le début de ses traitements et la progression de la maladie. On voit que tous les patients bénéficient de l'autogreffe, mais plus le patient est jeune, plus cette période-là va être importante. Par exemple, pour les patients qui ont moins de 65 ans, la période était de 46 mois, donc presque 4 ans. Donc, les patients avaient 4 ans de répit en moyenne avant que le myélome revienne. Si on prend les patients un peu plus âgés, entre 65 et 69 ans, cette période diminuait à 40 mois, mais c'était quand même d'une façon significative. 40 mois, c'est un peu plus de 3 ans et demi donc de répit. Puis en haut de 70 ans, donc on avait un peu moins de 3 ans. Donc des périodes qui sont quand même prolongées, mais qui diminuent avec l'âge. Toutefois, lorsqu'on regarde la survie, peu importe l'âge du patient, les patients avaient une survie qui était similaire. Donc, que tu aies moins de 65 ans ou entre 70 et 75 ans, ta survie associée, ton bénéfice de survie associé à la greffe était similaire. Après, un autre point important, lorsqu'on fait la greffe, on regarde ce qu'on appelle un TRM, donc une mortalité associée au traitement. On sait que l'autogreffe, la raison pour qu'on est hésitant chez les personnes âgées, c'est qu'on a peur que ça soit associé à des conséquences qui peuvent même être fatales. Puis quand on regardait la mortalité à 100 jours, donc les décès qui étaient associés dans les 100 jours suivant la greffe, il y en avait autant chez les jeunes que chez les vieux. Donc l'âge n'augmentait pas la mortalité associée à la greffe. Par la suite, on pouvait faire une comparaison entre les patients greffés et non greffés. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est on matchait selon l'âge. Puis qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est que dans le groupe des patients qui sont greffés, donc ça, c'est la ligne en rouge, elle est beaucoup plus haute que les autres lignes parce que les patients avaient clairement des bénéfices cliniques. Donc, la ligne en rouge, une amélioration de la survie sans progression, une amélioration de la survie par rapport aux patients non greffés. Dans les bras non greffés, on avait 2 bras, donc on avait les patients qui étaient éligibles à la greffe, qui auraient pu être éligibles à la greffe, qu'on avait décidé de ne pas greffer, puis les patients qui étaient tout à fait inéligibles à la greffe. Fait que dans tous les cas, si on est capable, si on peut greffer le patient, la greffe est associée à clairement une amélioration de la PFS et de la survie. Donc, les conclusions qu'on peut faire avec cette étude-là, c'est des conclusions qui sont limitées, mais c'est quand même des conclusions qui peuvent être importantes. Donc, l'autogreffe améliore l'évolution du patient. Donc, lorsque c'est possible d'autogreffer le patient, c'est quelque chose qu'on devrait prioriser. Donc, l'autogreffe, si on regarde dans l'étude, il y avait moins de chances d'être proposé chez les patients qui ont plus que 65 ans. Évidemment, avec l'âge, on a plus de problèmes de santé, on a plus de chances d'avoir des critères qui nous rendent inéligibles à la greffe. Mais chez les patients qui avaient plus que 65 ans, qui étaient considérés comme des personnes en bonne santé, l'autogreffe n'était pas associé à une mortalité supplémentaire. Donc, c'est des patients qu'on devrait considérer l'autogreffe. Puis maintenant, on sait que quand on regarde dans les différents centres canadiens, la majorité des patients entre 65 et 70 vont être évalués pour évaluer s'ils sont éligibles à une greffe ou non. C'est rendu un standard canadien. Deuxième étude, c'est un plus petit papier, mais qui pourrait possiblement changer la façon qu'on approche les patients avec un myélome multiple. Donc, c'est un poster qui a été présenté encore une fois au congrès de l'EHA en 2018. En fait, les patients qui sont porteurs d'un myélome multiple sont à très haut risque de faire des infections, aussi bien en raison de la maladie que des traitements qu'ils reçoivent. Le traitement, on le sait, va faire baisser les globules blancs, va baisser le système immunitaire, fait que c'est pas rare d'avoir des infections durant le début des traitements. Fait que cette étude-là essayait de voir si on n'était pas capable de donner un antibiotique pendant une courte période de temps pour diminuer les infections et les problèmes de santé associés aux infections.
Donc, c'est une étude quand même avec un bon nombre de patients, donc 800 patients. C'est une étude multicentrique, donc ça venait de plusieurs hôpitaux, parce qu'évidemment, un hôpital ne pourrait pas retrouver 800 patients avec des myélomes, c'est des chiffres qui sont très importants. Donc, l'antibiotique qu'on utilisait, c'est le lévofloxacin. C'est un antibiotique fréquemment utilisé même dans les hôpitaux québécois. Et on donnait cet antibiotique-là pendant 12 semaines au début des traitements. Fait que le patient, il y avait une chance sur deux de recevoir l'antibiotique et une chance sur deux de recevoir un comprimé pour lequel c'était un placebo. Ni le patient ni le médecin savaient quel était l'antibiotique puis quel était le placebo. Donc, ça permettait d'empêcher, en fait, d'avoir des biais aussi bien du côté du médecin que du patient. Quand on regarde au niveau des courbes, en fait, sont assez impressionnantes. Ça démontre que les patients qui étaient sous placebo, par rapport aux patients qui prenaient le lévofloxacin, il y avait plus de neutropénie fébrile. En fait, donc plus d'infections nécessitant des antibiotiques et nécessitant un séjour à l'hôpital ou même à l'urgence, en fait. Donc, la courbe en bleu, c'est des patients qui avaient plus d'infections à l'hôpital, alors que la courbe en rouge, c'est la courbe de patients qui prenaient l'antibiotique, avait l'air de mieux évoluer. Et quand on fait des statistiques sur ces courbes-là, les différences entre les deux sont statistiquement significatives. Ça veut dire que les différences qu'on voit c'est une valeur réelle. Après, quand on regarde au niveau des données secondaires, on regardait les patients qui ont décédé suite à des problèmes infectieux ou autres dans les 12 premières semaines. C'est des très, très petits chiffres. On se rappelle qu'il y avait eu 800 patients, fait qu'il y a très peu de patients qui décèdent précocement. La majorité des patients ont des survies quand même qui demeurent prolongées. Mais dans le groupe de patients qui sont décédés, il y en avait plus dans le groupe qui ne recevait pas l'antibiotique que le groupe qui recevait l'antibiotique. Donc, l'antibiotique semblait offrir une certaine protection au niveau du décès précoce. Puis quand on regardait le nombre de patients qui ont eu des infections, qui ont nécessité des antibiotiques, il y en avait plus dans le bras qui prenait le placebo que celui qui prenait l'antibiotique. Donc, l'antibiotique semblait, encore une fois, protéger des infections qui nécessitaient des antibiotiques. Encore une fois, c'est des petits nombres de patients. Mais encore, la raison pourquoi nous, au Québec et au Canada, on essaie d'éviter de donner des antibiotiques à tout le monde, c'est que vous avez probablement déjà entendu parler de la résistance et des infections à Clostridium difficile. Ce sont des complications associées aux antibiotiques, ce sont des complications qui peuvent quand même être importantes. Fait que l'étude a regardé s'il y avait plus d'infections à Clostridium difficile, qui est une bactérie qui va être associée aux patients qui prennent des antibiotiques, qui peuvent provoquer des diarrhées puis des inflammations du tube digestif, qui peuvent être même très graves, en fait. Puis dans l'étude, il n'y en avait pas plus de ce type d'infection-là chez les patients qui prenaient l'antibiotique. Après, le deuxième problème qu'on redoute à donner des antibiotiques, c'est qu'il y a certains patients qui vont devenir porteurs de gemmes qui sont considérés comme multirésistants, qui peuvent être très difficiles à traiter dans le futur. Quand on recherchait ces gemmes multirésistants, il n'y en avait pas plus, c'est ceux qui avaient reçu des antibiotiques. Donc, deux des complications qu'on redoute le plus chez les patients qui prennent des antibiotiques n'ont pas été retrouvés dans ce groupe de patients. Après, c'est des patients qui provenaient d'hôpitaux différents des hôpitaux du Canada, fait qu'il faut quand même prendre ça avec un certain grain de sel, un certain bémol. Après, on sait que ce type d'antibiotique protégeait contre certaines bactéries, mais pas toutes les bactéries. Donc, les bactéries sont définies en grammes positifs, grammes négatifs. Donc, c'est deux types de bactéries différents. Donc, on sait que les patients qui prenaient l'antibiotique étaient protégés contre le type de bactéries qui sont dites à grammes négatifs, qui sont les bactéries quand même les plus graves. Les bactéries qui ont plus de chances de causer des problèmes de santé nécessitant des séjours à l'urgence et même des séjours aux soins intensifs. Donc, les bactéries les plus méchantes, les plus dangereuses, il y en avait moins. Ça protégeait un peu moins contre les grammes positifs qui, habituellement, sont des bactéries qui sont associées à des complications moins graves chez le patient. Le troisième papier, donc présenté par le groupe espagnol, donc c'est professeur Mateos qui l'a présenté. Donc c'est une présentation orale d'une étude assez importante en fait. Je vous en parle parce que cette étude a regardé le carfilzomib, qui est une nouvelle molécule qui vient tout juste d'être approuvée au Québec et acceptée par le gouvernement du Québec. Donc on peut maintenant donner. Le problème avec cette molécule-là, c'est que ça demande un certain nombre de déplacements pour l'administration.
Donc, c'est une étude qui regardait si c'était possible de garder la même efficacité tout en diminuant les périodes d'administration. Donc, l'étude s'appelle ARROW comme flèche. C'est une étude de phase 3. Donc, dans les différentes études, il y a des études de phase 1, phase 2, phase 3. Les phases 3, c'est les études qui sont les plus grosses, les plus dispendieuses et les études les plus significatives. Donc, en premier, on va vous parler du carfilzomib. Le carfilzomib, c'est une molécule qui, vous avez peut-être déjà jamais entendu parler du carfilzomib, mais peut-être de son frère qui s'appelle le Velcade, le bortezomib. C'est une classe de médicaments, c'est exactement dans la même classe de médicaments, mais c'est une génération supérieure. En fait, le carfilzomib, c'est un inhibiteur de protéasome. Le protéasome, c'est un complexe d'enzymes dont le but, c'est de dégrader les protéines qui sont mal repliées. Notre corps va produire beaucoup de protéines, puis va finir par avoir des protéines qui sont mal repliées. Ces protéines mal repliées, il faut s'en débarrasser. Fait qu'un moyen de s'en débarrasser, c'est via les protéasomes. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu bloques le protéasome par cette molécule-là, tu te ramasses avec des cellules qui sont pleines de protéines mal repliées, puis une cellule avec plein de protéines mal repliées finit par mourir. Elle ne peut survivre avec des protéines mal repliées. Fait qu'en fait, en bloquant le carfilzomib, on bloque le mécanisme qui empêche de se débarrasser de ces protéines-là, et que ça provoque la mort des cellules. Le but de cette molécule-là, c'est de provoquer la mort des cellules de cancer, donc de se débarrasser du cancer. C'est une molécule qui est très puissante, mais avec un effet secondaire non négligeable pour le patient, c'est que ça demande plus de déplacement. Donc, le carfilzomib, c'est un médicament qui va être donné pendant 2 jours par semaine, 3 semaines sur 4. Donc, jour 1, 2, 8, 9, 15, 16, une semaine de pause. Donc, pour certains patients avec une mobilité réduite ou certains patients qui n'aiment pas trop aller à l'hôpital, mais ça demande quand même 6 déplacements sur un mois. Sur le carfilzomib, il peut être donné avec des stéroïdes, plus ou moins avec ce qu'on appelle le lénalinobide, donc le Revlimid. Donc, les deux combinaisons sont approuvées. Donc, le carfilzomib, il s'appelle aussi le Kyprolis pour les gens qui ont peut-être entendu parler de ça. Donc, le carfilzomib, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été accepté il y a tout juste un mois, en fait. C'est maintenant remboursé par les hôpitaux du Québec, mais pas en première ligne de traitement. Donc, seulement en deuxième ou troisième ligne de traitement. Donc, c'est des patients qui ont une maladie réfractaire. On peut l'associer avec la dexaméthasone en agent seul ou l'associer avec le Revlimid et la dexaméthasone. Les deux combinaisons sont possibles. Donc, l'étude ARROW, c'est une grosse étude de phase 3 pour laquelle on a regardé 2 groupes de patients. C'est un peu compliqué, mais le premier groupe, en fait, au lieu de donner le médicament 2 fois par semaine, on a décidé de le donner 1 fois par semaine, mais à une plus haute dose. Le deuxième groupe, on le donnait 2 fois par semaine, mais à des doses inférieures à ce qui était approuvé par le Québec et par le Canada. Donc, inférieure à la dose qui a été décidée lors des anciennes études. Le nombre de patients, il y avait 240 patients dans le groupe 1 et 240 patients dans le groupe 2. Et qu'est-ce que ça montre? C'est que ça montre que les patients qui le reçoivent 1 fois par semaine, bien, ils ont quand même une bonne évolution. Donc, ils ont une PFS, donc la fameuse survie sans progression de plus d'1 an. Donc, ils sont capables de faire 1 an avec la fameuse molécule sans que la maladie progresse. Ceux qui recevaient 2 fois par semaine à des petites doses avaient un peu plus de la moitié du temps de ceux qui le recevaient 1 fois par semaine. C'est une étude un peu compliquée à interpréter parce que ça a l'air intéressant de se dire on peut donner le médicament 1 fois par semaine. Le seul problème, c'est que les doses qui ont été décrites comme bras comparateurs sont des doses différentes de ce qu'on utilise au Québec et au Canada. Fait qu'est-ce qu'on peut conclure de cette étude? On peut conclure que, premièrement, les patients étaient plus réfractaires que ceux des premières études. Donc, c'est pour ça que le chiffre de PFS est moins impressionnant que les premières études. La deuxième chose qu'on peut conclure, c'est que la dose qui était 1 fois par semaine était associée à un taux de réponse favorable et un profil de sécurité acceptable. Donc, un patient qui voudrait le recevoir 1 fois par semaine, ça serait possible, en sachant qu'on ne sait pas si la dose 1 fois par semaine est aussi efficace que la dose 2 fois par semaine qu'on utilise au Québec. Parce qu'au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Amérique, quand on utilise une dose 2 fois par semaine, on utilise une dose plus élevée à 112 mg. Puis cette dose-là n'a pas été comparée. Donc, on n'a jamais comparé le 70 1 fois par semaine au 112 2 fois par semaine. Donc, on n'est pas capable en 2018 de dire que c'est aussi efficace. Donc, un patient qui ne voudrait pas perdre en efficacité, il voudrait avoir la combinaison la plus efficace possible, devrait quand même garder le médicament 2 fois par semaine.
Une autre présentation qui a été intéressante, qui a été présentée par Dr. Gay, et une étude qui regardait la MRD, donc on va définir qu'est-ce que c'est la maladie résiduelle minimale, chez un groupe de patients qui recevaient une thérapie très, très révolutionnaire. Puis l'étude s'appelait l'étude Forte. Donc, l'étude Forte, c'est une grosse étude. C'est presque 500 patients. C'est une étude qui a été faite en Italie. Donc, c'est pour ça que les combinaisons sont un peu différentes de ce qu'on pourrait retrouver au Canada. Donc, il y avait une randomisation dans 3 groupes. Le premier groupe, c'était le groupe KCD avec autogreffe. K, c'est pour carfilzomib, cyclophosphamide, dexaméthasone. Pour ceux qui ont déjà eu des traitements de myélome, vous avez déjà probablement entendu parler du Cybordi. Ben ça, c'est comme un Cybordi pour lequel on remplace le Velcade par du carfilzomib, donc un médicament possiblement plus puissant. Après, il y a le KRD, carfilzomib, revlimid, dexaméthasone, autogreffe. Et on revient avec le KRD, mais sans autogreffe. Donc, encore une fois, le même principe de randomisation. Donc, on a un ordinateur, en fait, qui va, d'une façon aléatoire, placer les patients dans les différents groupes sans que le médecin ni le patient aient une opinion sur dans quel groupe il va être mis. Par la suite, on fait la fameuse mobilisation et on autogreffe le patient. Par la suite, il y avait 2 groupes ici qui avaient des consolidations. Donc, on redonne les mêmes traitements après l'autogreffe. Ça, c'est des pratiques qu'on fait en Europe, mais qu'on fait très peu en Amérique. Et après, il y avait une période de maintenance. Et plus bas, donc, il y avait le fameux groupe pour lequel on n'avait pas d'autogreffe de cellules hématopoïétiques. Donc, le but de l'étude Forte, il y avait 2 buts principaux. Deux buts principaux. Donc, le premier, c'était de comparer les 2 régimes. Donc, le régime avec les 2 régimes avaient du carfilzomib, mais il y avait un régime qui avait du Revlimid, puis l'autre avait de la cyclophosphamide. Donc, on essayait de voir quel des 2 régimes était le plus puissant chez les patients qui étaient éligibles à la greffe. Après, le deuxième but de l'étude, en fait, c'était de vérifier parmi les deux études, est-ce qu'il y avait des sous-groupes de patients qui étaient avec des mauvais pronostics qui bénéficiaient plus d'un régime par rapport à l'autre. On va voir. Donc, l'étude Forte, donc l'âge médian des patients, c'est des patients assez jeunes, donc 57 ans, donc très peu de patients âgés. Les patients de plus de 60 ans, il y en avait 39% dans les 2 groupes. Donc, c'était bien équilibré. C'était des hommes à majorité, mais à 55%, donc presque la même chose. Il y avait les différents scores pronostiques que je vous ai dit. Donc, il y avait des patients avec des bons risques, puis des patients avec des maladies à mauvais risque. Donc, je vous ai parlé plutôt également des anomalies génétiques. Donc, il y avait des patients avec des mauvaises cytogénétiques et des patients avec des bonnes cytogénétiques. Et finalement, on pouvait calculer des scores revisés. Donc, il y avait des patients dans les différents groupes. Donc, il y avait des patients avec des maladies plus agressives puis des patients avec des maladies moins agressives. Et en fait, les différentes caractéristiques étaient bien réparties dans les 2 groupes. Donc, ce qui aide en fait l'évaluation statistique par la suite. Donc, la première chose qu'on regarde quand on regarde une étude, c'est le taux de réponse. Donc, c'est un graphique qui peut être un peu mélangeant, mais je vais vous expliquer donc le bras KCD, donc avec le carfilzomib, la cyclo, et le bras carfilzomib revlimid. Donc, il faut comparer les couleurs, en fait. Si on regarde les patients qui ont une réponse au traitement, il y en avait plus dans le bras carfilzomib revlimid. Donc, 94 versus 86%. C'est pas une grosse différence, mais c'est quand même une différence qui est significative. Quand on regarde les patients maintenant qui avaient des réponses avec plus profondes, donc ce qu'on appelle des bonnes réponses partielles, donc c'est des réponses qui sont de meilleure qualité, encore une fois, il y en avait plus dans le bras carfilzomib. Et c'est la même chose pour les rémissions complètes. Donc, quand on regarde au niveau de la réponse, le bras avec le carfilzomib, revlimid, dexaméthasone semble offrir des meilleures réponses. Maintenant, quand on regarde les patients avec des mauvaises maladies, donc des patients avec des anomalies cytogénétiques à mauvais risque ou des scores pronostiques à mauvais risque, là, quand on compare les 2 groupes, c'est encore une fois un peu compliqué, mais il faut comparer en fait orange avec vert. Donc, quand on prend les maladies à haut risque, donc au niveau de la cytogénétique, le vert fait mieux que le orange. Donc, le vert, c'est le fameux KRD. Fait encore une fois, le KRD offre des meilleures réponses pour les patients qui ont des mauvaises maladies, donc des mauvais risques. Même chose pour les scores pronostiques, le vert fait mieux que l'orange.
Donc, étude qui démontre que le carfilzomib Revlimid dexamethasone semble une combinaison très puissante, en fait, pour ce type de traitement, pour ce type de maladie. Maintenant, je vais vous parler des analyses de maladies résiduelles minimales. C'est un peu compliqué à définir, mais la maladie résiduelle minimale, c'est lorsque votre médecin veut évaluer la réponse à un traitement, il mesure donc la protéine M dans le sang, donc le fameux pic de protéines. Lorsque le pic disparaît complètement, on n'a pas moyen de savoir s'il en reste encore. Mais avec la maladie résiduelle minimale, il existe des moyens précis d'évaluer s'il persiste une maladie à un niveau tellement faible qu'on ne peut pas le détecter par le dosage des protéines. On fait un examen qui s'appelle la cytométrie de flux. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est capable de détecter à des niveaux microscopiques s'il reste du cancer. Puis quand, avec cette méthode très, très précise, on n'est pas capable de détecter de cancer, on considère que le patient a une maladie résiduelle minimale négative. Donc, avec les technologies de 2018, on est incapable de trouver des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est les patients qui vont le mieux évoluer. Donc si on est incapable de retrouver la maladie, c'est que la maladie dort à des niveaux très, très profonds. Donc on est incapable avec les moyens standards de retrouver de la maladie. Donc plus la maladie résiduelle minimale est haute, meilleur c'est. Donc, dans le bras KRD, donc le bras qu'on disait qui était meilleur, il y avait beaucoup plus de patients qui avaient réussi à atteindre des chiffres de MRD, donc 53%. 53% des patients, avec tous les moyens qui existent en 2018, on a été incapable de retrouver de la maladie. Ce qui est très, très impressionnant. Il y a très, très peu de combinaisons qui ont démontré des chiffres aussi impressionnants. Maintenant, bon, au Québec, c'est autre chose. Le KRD, qu'est-ce qu'on sait, c'est que ça démontre une très grande efficacité avec un taux de réponse supérieur au traitement standard. Le problème, c'est que le KRD, on a dit que c'était approuvé en deuxième ligne de traitement, mais ce n'est pas approuvé pour les nouveaux myélomes. Actuellement, c'est non remboursé, non approuvé au Canada en première ligne de traitement. On sait que ça va prendre un peu de temps pour que le Canada et le Québec puissent adopter ce régime, mais ça va venir un jour probablement. Mais ça demeure remboursé en deuxième et troisième ligne de traitement. Je vais juste vous laisser un petit mot sur les carticelles, hein, parce que c'est un des sujets très, très à la mode en myélome multiple. Les carticelles, c'est une technologie un peu compliquée, mais qui peut se résumer comme suit. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on crée un carticelle? C'est qu'on prend des lymphocytes du patient. Donc, on prélève les lymphocytes d'un patient. Puis par la suite, on va les envoyer dans un centre, très souvent aux États-Unis, mais bientôt au Canada, qui vont modifier la fonction du lymphocyte, donc du globule blanc, par l'ajout d'un récepteur. Le récepteur, en fait, qui va être mis sur le globule blanc, va être capable de reconnaître un antigène à la surface du myélome. Donc, le but, c'est de créer, dans le fond, de modifier vos globules blancs pour qu'ils puissent être en mesure d'attaquer vos cellules de myélomateuses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retourne votre propre système immunitaire contre votre cancer. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est qu'on réimplante les lymphocytes du patient, puis les lymphocytes du patient vont être en mesure d'attaquer les cellules du myélome. Actuellement, dans plusieurs maladies, il y a plusieurs études en cours. Il y a quelques études de compléter en myélome, puis ces études-là sont assez impressionnantes. C'est des études très précoces actuellement. Donc, c'est des études avec des petits nombres de patients, mais de ce qu'on comprend et de ce qu'on sait actuellement de ces études-là, c'est que les résultats sont impressionnants. Tous les congrès, on va avoir des études qui regardent les carticelles. L'étude la plus impressionnante qui a été présentée à l'EHA, c'est une étude avec un carticelle qui s'appelle un anti-BCMA. Pour les patients avec des myélomes réfractaires, c'est une étude de phase 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le globule blanc du patient. Puis, en fait, pour modifier le récepteur du globule blanc du patient, il y a plusieurs façons. La façon qu'on a utilisée dans cette étude-là, c'est qu'on a pris un vecteur viral. Donc, on a pris un virus, puis le virus, il a été capable de modifier le récepteur du globule blanc. Donc, ça fait un peu Star Wars, tout ça, mais à savoir que ça fonctionne. Donc, le virus modifie le globule blanc, puis le globule blanc, en étant modifié, maintenant, peut attaquer les cellules tumorales. Puis les résultats sont très impressionnants dans ce groupe de maladies. C'était des patients qui étaient très, très réfractaires, pour lesquels il y avait très peu d'espoir de pouvoir avoir des réponses avec des traitements standards, puis pour lesquels on a réussi à avoir des survies sans progression à presque 1 an. Puis ceux qui répondent très bien, en fait. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé de la MRD? Mais là, la majorité des patients avaient des MRD à 100%. Et je vais juste terminer en vous parlant de l'importance de la recherche clinique en myélome multiple, parce que toutes ces molécules-là ont pu être commercialisées
en raison de l'implication des patients en recherche clinique. La recherche clinique, c'est important dans plusieurs formes. Il y a un myélome multiple, c'est très, très important et la majorité des patients vont bénéficier des molécules qui sont offertes en recherche clinique. Puis pourquoi la recherche clinique, c'est important en myélome multiple? Parce qu'on n'a pas déterminé encore le meilleur algorithme de traitement. Les algorithmes sont différents d'un pays à l'autre parce qu'on n'a pas encore trouvé l'algorithme qui est parfait. Ça prend encore plus de recherche clinique pour trouver l'algorithme qui va être parfait. La recherche clinique aussi, ça permet d'avoir accès à certains médicaments novateurs. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du KRD qui n'est pas accessible au Québec, bien, les patients qui étaient dans le protocole de recherche qui regardaient l'efficacité du KRD ont eu accès à ces molécules-là qui sont non accessibles dans la majorité des pays. Donc, des molécules qui sont non remboursées. On dit non remboursées au Québec, mais c'est non remboursé dans la majorité des grands pays. C'est pas plus remboursé en France, en Espagne, dans les pays du J8, du G20, ces médicaments-là coûtent aussi cher qu'au Canada. La recherche clinique, c'est important aussi bien au début de la maladie que plus tard dans la maladie. Au début de la maladie, ça permet, entre autres, d'avoir accès à des combinaisons possiblement plus puissantes. Vous savez, ici au Québec, on donne pour les patients qui sont éligibles à la greffe, très souvent, on donne le fameux Cybrody, mais on sait que des triplets qui sont plus puissants que ça, mais on ne peut pas y avoir accès sans la recherche clinique. Puis pour les patients qui ont des maladies plus avancées, où des fois le médecin n'a tout simplement plus d'alternatives possibles aux patients, mais les protocoles de recherche permettent de donner d'autres chances aux patients. Donc, ça permet de donner une seconde chance, ça permet de redonner accès à certaines molécules que le patient n'aurait pas accès hors recherche clinique. Ceci met fin à ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci, Dr. Boudreau-Penneau, pour ces informations intéressantes que vous avez entendues à Stockholm. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Alors, je vais donner une autre minute ou deux pour les personnes pour taper les questions. Pour rappeler tout le monde comment on tape les questions, on va sur l'écran GoToWebinar. Excuse-moi, donne-moi un instant. Je vais montrer sur l'écran comment faire ça. Alors, sur le panneau questions, vous tapez la question ici et je vais recevoir la question et je pourrai demander la question. Pendant qu'on attend pour les questions, je vous rappelle que ce webinaire ce soir a été enregistré et ça va être sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous avez manqué quelque chose ou si vous voulez revoir un des études que Dr. Boudreau-Penneau a parlé, vous pouvez voir ça sur le lien sur notre page YouTube. Dès demain, on devrait avoir ça demain sur le site. Alors, pas encore de questions. Une autre 30 secondes. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, docteur, merci beaucoup pour votre temps ce soir, pour donner ces informations à notre communauté. Et bonne soirée. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.